Bonjour Emmanuel Todd. Bonjour. Est-ce que le retour de Trump ne permet vraiment pas un retour de la grandeur américaine ? Moi, je pense pas, parce que je sais que tout le monde vit ou essaye de vivre Trump comme un homme victorieux. Et il l'est, en un sens, dans son propre système. Mais il est victorieux dans une société, dans une économie qui part en morceaux, en fait. Qui surtout, en plus, est en train de perdre une guerre à l'échelle mondiale contre la Russie. Et donc, en fait, à la surprise générale, parce que je sais que tout le monde est dans l'ivresse de l'hyperpuissance de Trump en tant qu'individu magique, etc. Mais il va passer dans l'histoire. Tout le monde, enfin, pas ses adversaires, et pas ses détracteurs, il en garde beaucoup. Non, mais il le pense dangereux et puissant, quand même. Oui, mais en fait, il passera dans l'histoire comme le président de la défaite des États-Unis. Donc, le job de Trump, ça va être de gérer la défaite des États-Unis face à la Russie. On ne le voit pas encore, mais c'est ça qu'on va vivre dans l'année. Bienvenue dans cette première partie d'une série qui plonge au cœur des réflexions de l'historien et anthropologue Emmanuel Todd, un observateur critique des dynamiques géopolitiques. Aujourd'hui, nous explorons un sujet complexe et fondamental, le déclin des États-Unis, une puissance autrefois perçue comme inébranlable. Dans cette analyse, Todd éclaire les failles profondes qui affaiblissent progressivement cette superpuissance mondiale. Nous commencerons par examiner Donald Trump, une figure controversée et paradoxale. Tandis que beaucoup le considèrent comme un symbole de renouveau ou de force, Todd nous montre pourquoi il est en réalité l'incarnation d'un système en crise. Sa réélection, loin de représenter une adhésion massive à ses idées, traduit davantage une perte de confiance généralisée envers l'élite américaine et un effondrement des valeurs démocratiques. Ensuite, nous plongerons dans les aspects structurels du déclin américain, l'effondrement du système éducatif, l'incapacité à maintenir une production industrielle de pointe et la désorganisation des institutions politiques. Emmanuel Todd relie ces échecs actuels à des causes historiques profondes, notamment l'érosion de l'éthique protestante, autrefois moteur de l'innovation et de la discipline sociale. Enfin, nous élargirons le débat à l'échelle mondiale. Comment les États-Unis sont perçus par le reste du monde ? Alors que l'Occident continue de s'accrocher à son hégémonie, des blocs émergents comme les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, voient dans ce déclin une opportunité de réorganiser les rapports de force globaux. À travers cette vidéo, vous découvrirez comment les divergences culturelles et idéologiques, le soft power déclinant des États-Unis et les transformations économiques redéfinissent les équilibres géopolitiques du XI-siècle. Ce n'est pas seulement une analyse, mais une invitation à reconsidérer la place de l'Amérique dans un monde en mutation. Alors, justement, on va revenir justement sur ces différents enjeux, mais juste, moi je voudrais quand même avoir votre point de vue. Ça fait plusieurs semaines, je le dis, je vais tout vous dire, je dis, mais ce serait bien d'avoir quand même le commentaire d'Emmanuel Todd sur la réélection de Trump. Comment vous avez analysé sa victoire ? Je l'ai analysé un peu à l'envers des gens. Les gens parlaient de poussée de Trump dans les électorats latinos, noirs, quelque chose de genre. Mais en fait, ce qui a été manifeste, c'était plutôt l'effondrement de l'électorat démocrate. Donc ce que j'ai senti dans l'élection de Trump, ça n'est pas tellement une poussée positive de la société américaine vers un nouvel espoir qui serait Trump. Je l'ai vécu comme une perte de confiance dans le camp adverse. C'est-à-dire que je crois qu'on est, on est des sujets des États-Unis à l'échelle géopolitique. On obéit et on attend de nos maîtres qu'ils décident pour nous. Et on s'excite inlassablement sur l'alternance américaine. On se dit, est-ce que ça va être bon pour nous ? Est-ce que ça va être mauvais pour nous ? Et des choses comme ça. Mais ce qu'on n'accepte pas de voir, c'est que la tendance historique de fond, c'est un déclin des États-Unis. C'est-à-dire une chute des capacités productives. Pour vous, l'Empire américain a définitivement décliné ? Oui, enfin, dans mon livre, la défaite de l'Occident, j'essayais de comprendre l'incapacité industrielle et militaire américaine, l'incapacité à soutenir l'Ukraine, à produire des obus, à produire assez de missiles et des choses comme ça. Et puis je remontais par étapes à l'incapacité à produire des ingénieurs, c'est-à-dire des gens qui savent faire des choses. Et puis je remontais à la chute du niveau éducatif, au type de formation, et puis au-delà, à l'effondrement de l'éthique protestante, qui avait été la force, pas simplement des États-Unis, mais de l'Occident. L'ascension de l'Occident
c'était l'ascension du protestantisme qui avait imposé un niveau éducatif élevé. L'Angleterre, les pays scandinaves, l'Allemagne, qui est aux 2 tiers protestante, et bien entendu les États-Unis. Et donc ça, c'est des choses non réversibles. Vous voyez, si vous allez aux causes profondes du déclin, vous ne pouvez pas vous imaginer qu'un type mal élevé va inverser la donne. Mais je suis peut-être bénéficiaire ou victime, je ne sais pas, de ma formation d'historien de la longue durée, élève d'Emmanuel Leroy-Ladurie. J'applique au présent ce qu'on m'a appris à faire pour le XVIIIe siècle. On va justement, c'est intéressant de vous entendre sur cette perspective de l'histoire. On va continuer de forer, mais moi je vais me faire l'avocat du diable quand même, parce que les dirigeants quand même étrangers continuent de venir aux États-Unis, notamment rencontrer le nouveau président. Là, c'était le cas de Giorgia Meloni ce week-end encore. Ah oui, oui, mais attention, il y a 2 mondes différents. Il y a ce qu'on appelle le monde occidental, qui est la sphère de domination américaine, en fait. L'OTAN plus la Corée et le Japon. Alors nous, on est dans le système. Vous mettez l'Australie aussi dedans. Oui, toute l'anglosphère. Ça va de soi. La Nouvelle-Zélande, si vous voulez, on peut rajouter des choses comme ça. Et le Canada, bien sûr. Et nous, on est dans le système. On est dans le système de pouvoir auquel nos dirigeants, appelons les choses par leur nom, notre oligarchie est soumise. Et donc nous, pour nous, c'est important. On croit que c'est important d'être bien avec les patrons. Mais à l'extérieur de la sphère de domination américaine, la vision qui existe, c'est très très clair d'ailleurs dans le dernier bouquin écrit par le ministre des Affaires étrangères indien, tout le monde à part nous a la vision des États-Unis comme en déclin. Et tous les autres, dans les années de guerre, à partir du moment où ils ont vu que la Russie tenait le coup, ce qui pour ce que les Russes appellent maintenant la majorité globale a été une sorte de divine surprise. En fait, c'est le monde qui était économiquement exploité par les Occidentaux, et le reste du monde, en fait, attend la victoire de la Russie comme une libération. Il ne voit pas du tout les États-Unis comme dans une phase ascendante. On va revenir justement sur la question de la Russie et de la guerre en Ukraine. Il y a quand même une question sur le déclin américain que moi je me pose. D'abord, déjà sur cette peut-être sur cette dichotomie entre les États-Unis, enfin le système américain et ses alliés occidentaux, tel que vous le décrivez donc dans La défaite de l'Occident, votre dernier livre, et puis ce que vous appelez le reste du monde. Il y a quand même, vous dites que l'une des césures qu'il y a, c'est que en gros les États-Unis sont porteurs d'un discours globalement progressiste, et que en face, la Russie, notamment, fonderait son soft power sur un discours qui serait plus conservateur sur le plan sociétal. On voit quand même que Trump et son allié Elon Musk essayent de monter plutôt une espèce d'internationale des conservateurs souverainistes. Et comment vous observez, en tous les cas, quelle a été votre réaction quand vous avez eu l'irruption d'Elon Musk dans les questions européennes, et notamment ses accusations à l'encontre du Premier ministre britannique du temps où il était procureur en charge des enquêtes au Royaume-Uni à propos du scandale des réseaux pédophiles de Rottenham. On le rappelle, des milliers d'enfants et de jeunes filles enlevés et violés par des gangs pakistanais non incriminés par peur de réveiller des tensions interraciales. Oui, alors c'est une question sur laquelle j'ai réfléchi, et dans mon bouquin, je marque bien, j'insiste bien sur ces différences culturelles. Mais il y a 2 dimensions, je dirais, de l'opposition ou du ressentiment du reste du monde vis-à-vis des États-Unis. Il y a certainement cette dimension des valeurs sociétales considérées comme plutôt aberrantes par le reste du monde. Mais la dimension primordiale, quand même, c'est la dimension du pouvoir et de l'exploitation économique. C'est-à-dire un pays comme le Brésil, par exemple, qui fait partie des BRICS, donc qui fait partie de l'implicite coalition anti-américaine, et dans ses mœurs et dans ses valeurs tout à fait proche de l'Occident. Donc, et je pense que là,
cette tentative je vois bien ce dont vous parliez, cette espèce de nouveau national-conservatisme, et qui serait censé être en phase avec le poutinisme même, finalement. Je pense que c'est quelque chose qui va se dissoudre. Par exemple, si vous prenez l'exemple des partis d'extrême droite, dits d'extrême droite, je dirais plutôt néoconservateurs ou conservateurs populaires européens, qu'on soupçonnait à une certaine époque, ça n'est déjà plus du tout le cas pour Mélanie, en fait, qui a pris violemment parti pour le camp adverse. Enfin, violemment est exagéré. Et on disait, ces gens ont des valeurs... Nettement. Comment ? Nettement. Voilà, c'est mieux. Ont des valeurs communes avec Poutine. Mais en fait, il y a déjà une faille fondamentale. Les Russes, la doctrine fondamentale russe n'est pas le conservatisme. C'est un idéal de souveraineté. C'est un idéal de souveraineté absolue. Les Russes veulent la souveraineté de la Russie et ils ne se laisseront pas marcher sur les pieds. C'est un idéal qui, pour nous, est assez difficile. C'est difficile de sympathiser. Comme nous, on est dans les abandons de souveraineté, c'est assez difficile de sympathiser. Mais l'une des conclusions qu'a tiré Poutine, ou plutôt les dirigeants russes, de cet impératif de souveraineté, c'est que comme il y a 15% de musulmans en Russie, et comme les pays arabes ou musulmans en général sont essentiels pour leur soutien contre les États-Unis, il n'y a pas d'islamophobie en Russie. C'est-à-dire que être bien avec les musulmans ou avoir une attitude positive vis-à-vis de l'islam, c'est d'ailleurs pour ça que le sommet des BRICS a eu lieu à Kazan, où il y a une magnifique mosquée qui est la capitale d'un État interne musulman, la Russie. Donc c'est fondamental. Alors que... Il n'y a pas d'islamophobie en Russie, vous dites, mais enfin quand même il y a une guerre terrible contre le terrorisme islamiste, où il y a eu quand même plusieurs attentats à Moscou, et une guerre contre la Tchétchénie. Ah bah oui, mais... et avec les soutiens wahhabites en Tchétchénie. Je sais qu'on me soupçonne d'être un agent du Kremlin, ce qui n'est pas vrai, je le précise, mais je n'ai jamais dit que les Russes ou le régime russe, c'était des gens commodes. Donc ils ont mis le pas en Tchétchénie, et les régiments tchétchènes, d'ailleurs, maintenant, sont le fer de lance de l'armée russe en Ukraine. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Mais l'un des définisseurs des points de départ des populismes conservateurs européens, c'est l'islamophobie. Donc, dans cette dimension... C'est l'islamophobie, ou en tous les cas, une obsession de l'immigration. Un souci de l'immigration. Voilà. Je n'ai pas dit le terme islamophobe est un terme polémique, donc... Oui. Je n'ai pas dit que une hostilité à l'islam politique. Voilà. Et donc, il y a une faille. Et ce qui va apparaître, c'est que en dépit du conservatisme moral affiché par Trump et de ce que ça pourrait supposer de rapprochement avec des choses équivalentes en Europe, on va s'apercevoir que ce qui est fondamental, c'est la relation de pouvoir et d'exploitation économique. Vous dites, si je vous suis, qu'il peut y avoir finalement un malentendu avec les Russes sur le rapport avec l'islamisme et le rapport au monde arabo-musulman. C'est-à-dire que pour les Russes, l'un des phénomènes de la guerre, ça a été le rapprochement entre l'Arabie saoudite et la Russie, qui se sont mis à gérer conjointement, le marché pétrolier. Ça a été le rôle de la Chine dans le rapprochement entre l'Iran, devenu de plus en plus un allié de la Russie, et l'Arabie saoudite. En fait, ce qui se dessine, je crois qu'on a du mal, nous occidentaux, moi je suis un occidental, je suis fondamentalement peiné de cette situation, mais c'est qu'on a énormément de mal à regarder le monde par les yeux des gens qu'on a dominés depuis la révolution industrielle. C'est-à-dire l'idée que, quels que soient les systèmes politiques, les systèmes sociaux, le statut des femmes, le degré des libertés, parce que l'Inde est une grande démocratie, la plus grande du monde, le Brésil aussi c'est une démocratie. On a pesé, on a exploité, pesé, dominé ces mondes, et que l'appel de la liberté, l'idée d'être débarrassé de nous, peut être quelque chose de très fort. C'est paradoxal parce qu'on est dans une phase où, quand on regarde les universités,
on voit des tas de gens qui se lamentent sur nos torts pendant la période de l'esclavage. On est dans une sorte de rétrospective, de se frapper sur la poitrine pour tout ce qu'on a fait de mal dans le passé. Mais la vérité, c'est que la globalisation, la deuxième, après celle de vers 1900, la globalisation récente... Celle qui a suivi la chute du mur de Berlin. Voilà, a été la mise en exploitation des populations actives du reste du monde, une mise en exploitation comme on n'en avait jamais vu. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été à ce point. La mondialisation a été une néocolonisation. Mais c'était incroyablement puissant, c'est-à-dire qu'on a délocalisé notre classe ouvrière là-bas, ils travaillent pour nous, les Chinois nous nourrissent, les enfants bangladeshis, on ne se voit, nous ne nous voyons pas tels que nous sommes. C'est assez curieux en fait comme situation. Et ça c'est un point que vous soulevez également dans votre livre qui est assez étonnant. Mais il y a les deux dimensions, il y a la dimension culturelle, sociétale et la dimension économique et de pouvoir. J'ai peut-être deux dernières questions sur la question américaine. En guise de conclusion à cette première partie, Emmanuel Todd met en lumière une réalité troublante. Le déclin des États-Unis n'est pas un phénomène récent, mais le résultat d'un affaiblissement progressif enraciné dans des causes économiques, éducatives et culturelles. Ce déclin est à la fois un constat d'échec pour le modèle américain et une remise en question pour l'ensemble du monde occidental. À travers la figure de Donald Trump, Todd nous invite à réfléchir à une contradiction fascinante. Un homme perçu comme puissant et charismatique, mais qui symbolise, en réalité, l'incapacité d'un système à se réinventer. Son ascension illustre une fracture politique et sociale majeure au sein des États-Unis, où le rêve américain semble s'éteindre face à une désillusion croissante des citoyens. Mais ce qui rend cette analyse encore plus pertinente, c'est la manière dont Todd connecte le déclin structurel américain à sa perception internationale. Hors du cadre occidental, les États-Unis sont de plus en plus perçus comme une puissance exploitatrice, incapable de tenir ses promesses de progrès universel. Leur soft power, autrefois outil d'influence majeure, s'effrite sous les tensions idéologiques et les conflits géopolitiques. Là où l'analyse de Todd prend une dimension historique unique, c'est dans son exploration des dynamiques culturelles. Alors que l'Occident s'efforce d'imposer un discours progressiste global, il rencontre une résistance croissante de nations prônant des valeurs conservatrices ou souverainistes. Les divergences idéologiques et culturelles deviennent ainsi des terrains d'affrontement majeurs, où les États-Unis peinent à conserver leur position dominante. En conclusion, cette première partie nous laisse avec une question cruciale. Sommes-nous témoins d'un simple ajustement dans l'équilibre des puissances, ou assistons-nous à la fin d'une ère, celle de l'hégémonie américaine ? Dans la prochaine vidéo, nous approfondirons ces thématiques en explorant les dynamiques des blocs émergents, tels que les BRICS, et leur stratégie pour remodeler le paysage mondial. Ce qui se joue ici dépasse les États-Unis. C'est l'avenir de l'ordre mondial qui est en question. À bientôt pour la suite.